Bienvenue à notre exploration aujourd'hui. On plonge dans l'évolution de la cybersécurité. Oui, un sujet crucial. Absolument. On va passer des anciens modèles, basés sur la confiance par périmètre, au concept de confiance zéro, le fameux Zero Trust. On s'appuie sur un article de Reo.ca pour essayer de comprendre pourquoi l'approche traditionnelle suffit juste plus là, face aux menaces d'aujourd'hui. C'est clair qu'il y a un changement de paradigme. Bon, décortiquons ça un peu. Comment on protège vraiment l'information à cette heure, à l'ère numérique? Bien, pour commencer, peut-être rappeler vite le modèle classique. Oui, là. bonne idée. Rapidement, là, c'était basé sur des zones. La zone de confiance, genre le réseau interne, qu'on pensait maîtriser. Exact, le château fort. C'est ça. Puis tu avais la zone de non-confiance, mettons Internet, et des fois une zone démilitarisée, la DMZ entre les deux. Une sorte de no man's land contrôlé. La logique était simple au fond. On faisait confiance à ce qui était dedans, on se méfiait de dehors, avec des règles pour passer d'une zone à l'autre. Exactement. Mais ce modèle-là, il prend l'eau pas mal parce que les menaces d'aujourd'hui, elles s'en foutent pas mal des périmètres. Elle passe par-dessus les murs, si on veut. Ben oui. L'article de Reo.ca, il détaille bien les coupables habituels, là, les logiciels malveillants, chevaux de Troie, virus et surtout les rançongiciels. Ça, c'est terrible. Ah ouais, les rançongiciels, c'est ceux qui bloquent tout. C'est ça. Ils chiffrent tes données, puis ils te demandent une rançon pour te redonner accès. Après, t'as l'hameçonnage. Sous toutes ses formes, là. Attends, l'article mentionne aussi l'exploitation de failles, même les 0D. Ça fait peur. Ah ben oui. Une faille 0D, c'est une vulnérabilité qui n'est même pas encore connue publiquement ou par le développeur lui-même. Donc, les attaquants peuvent l'utiliser avant qu'on ait eu le temps de se protéger. C'est assez capoté comme idée, hein? Absolument. Ils exploitent ces failles dans les logiciels, les systèmes, les configurations réseau mal faites. Puis il ne faut pas oublier les attaques par déni de service, les DDoS. Ah oui, rendre un site inaccessible. L'exemple du vendredi fou dans l'article. Voilà. Tu satures les serveurs et, pouf, plus rien ne marche. Ce qui est fascinant, ou plutôt inquiétant, c'est de voir comment toutes ces méthodes contournent la simple défense de périmètre. Elles s'attaquent au flux de données qu'on pensait sécurisées à l'intérieur. OK, c'est donc là qu'intervient ce fameux concept de confiance zéro ou Zero Trust Network Access. La source le résume de façon très québécoise, on va dire. Il n'y a plus personne, pantoute, à qui tu peux faire confiance à cette heure. C'est assez direct, oui. Mais l'idée de base, c'est ça, ne faire confiance à personne par défaut. C'est exactement ça. Le principe fondamental, c'est on ne fait confiance à personne par défaut, peu importe si la connexion vient de l'intérieur ou de l'extérieur. On vérifie chaque demande d'accès. OK, mais comment ça marche concrètement? Mais il y a quelques piliers. D'abord, la vérification continue. On authentifie puis on autorise chaque demande. C'est pas juste une fois au début. À chaque fois. À chaque fois qu'on veut accéder à une ressource. Ensuite, le principe du moindre privilège. Donner juste le minimum d'accès nécessaire. Exactement. Juste ce qu'il faut pour faire la job, puis rien de plus. Après, il y a la microsegmentation. Ça, c'est découper le réseau. Oui, en petits morceaux bien isolés. Comme ça, si jamais il y a une attaque qui réussit à passer quelque part, ben, elle va se confiner dans un petit segment. Elle se propage pas partout. Ça limite les dégâts, quoi. Tout à fait. Et finalement, la surveillance et l'analyse constante. Faut regarder ce qui se passe, détecter les activités bizarres, les anomalies. Et pour mettre ça en place, l'article parle d'authentification multifacteur, MFA. Oui, c'est crucial. Vérifier l'identité avec plusieurs preuves, genre mot de passe et un code reçu sur ton cell. Ça rend l'usurpation d'identité beaucoup plus difficile. OK, puis le contrôle d'accès basé sur les attributs ou les rôles, ABAC, AirBAC. C'est pour affiner les permissions. C'est ça. Donner des droits très spécifiques selon qui demande quoi, comment. C'est beaucoup plus granulaire que juste accès ou pas accès. Faut aussi évaluer ses actifs, ses risques, segmenter, surveiller. C'est un ensemble. L'article liste des avantages clairs. Réduire la surface d'attaque, améliorer la résilience s'il y a une brèche. Oui, parce que la brèche est contenue. Ça aide aussi pour la conformité au règlement. Et ça donne plus de flexibilité pour le télétravail, le cloud. Ben oui, parce que la sécurité suit l'utilisateur et la donnée, pas juste le lieu physique du bureau. C'est un gros avantage, ça. Mais bon, tout ça semble bien beau, mais l'analogie de Kevin dans l'article, elle est assez parlante. Ah oui, l'histoire de Kevin, raconte-la donc. OK, alors, Kevin, il s'achète enfin le char de ses rêves. Super content. Mais niveau sécurité, c'est zéro. Pas de garage, assurance minimum syndicale, puis son chien de garde, Pitou, ben il dort sur le perron. Le classique, ça m'arrivera pas. Exact. Puis évidemment, une nuit, des voleurs passent. Pitou ronfle, le char est volé.
Kevin le retrouve plus tard, mais complètement saccagé. Ouch. Mais c'est pas fini. Dans le feu de l'action, ils ont aussi volé son sac à dos qui était dans l'auto. Dedans, sa précieuse collection de cartes Pokémon. Non! Pas les Pokémon. Puis le pire, c'est qu'il lui envoie un message pour lui demander une rançon pour récupérer sa carte la plus rare, son Mewtwo Shiny. C'est terrible. Et il l'a revu? Jamais. Il a tout perdu. La morale de cette histoire, elle est assez claire, non? Ben oui. La complaisance ou le fait de penser « ça arrive juste aux autres », ça peut coûter vraiment, vraiment cher. Exactement. L'inaction face au risque, juste parce qu'il n'est jamais rien arrivé avant, ça mène souvent à des pertes beaucoup plus grandes que ce qu'aurait coûté un investissement en sécurité au départ. Et quand Kevin se rachète une auto puis refait sa collection, j'imagine qu'il change d'approche. Ah, ça oui. L'article dit qu'il prend les grands moyens. Garage barré, système d'alarme, assurance complète, puis sa nouvelle collection, elle est dans un coffre à la banque. OK. Donc, il adopte des mesures robustes après la catastrophe. C'est ça. Et ces mesures-là, c'est un peu l'équivalent personnel d'une approche Zero Trust. Tu sécurises chaque élément important, tu vérifies, tu mets des barrières partout où c'est nécessaire, tu te fies plus juste à Pitou qui dort. Ça fait réfléchir, tu sais. Des fois, on sous-estime peut-être nos propres risques numériques au quotidien. Alors, si on résume, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Essentiellement que la sécurité qui repose juste sur la forteresse, le périmètre, ça marche plus vraiment. C'est dépassé. Oui, le modèle Zero Trust, avec son mantra « ne jamais faire confiance, toujours vérifier », est pas mal mieux adapté aux menaces d'aujourd'hui. Donc, investir de façon proactive dans une sécurité moderne, même si ça demande un effort au début, c'est pas mal crucial pour éviter de vivre un scénario à la Kevin, mais à l'échelle d'une entreprise ou même personnellement. Tout à fait. C'est un investissement pour la continuité, pour la résilience. Et pour terminer, peut-être une pensée pour susciter la réflexion. Vas-y. Au-delà de la technologie, des outils, tout ça, le plus grand changement qu'apporte le Zero Trust, est-ce que c'est pas finalement psychologique? Comment ça? Est-ce qu'on est vraiment prêt collectivement, individuellement, à laisser tomber cette confiance un peu implicite, naturelle qu'on accorde souvent à ce qui nous semble interne ou familier, pour vraiment adopter une culture où on vérifie systématiquement, tout le temps, dans toutes nos interactions numériques? Passer d'une confiance un peu naïve à une vérification constante? C'est ça. Même pour les choses qui semblent banales ou internes. C'est peut-être ça le vrai défi du Zero Trust. Pas juste technique, mais culturel. Une question intéressante pour finir. Merci pour cet éclairage.